action. Alors, bonjour Brice. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Brice Almondou, j'ai 50 ans, je suis permaculteur, je vis dans le sud du Maine-et-Loire entre Gênes et Saumur et je suis un militant de la France Insoumise depuis bientôt 4 ans. Très bien. Donc, ton métier, c'est permaculteur. Absolument. Tu gagnes ta vie avec ça? Oui, je gagne ma vie avec ça. En fait, la permaculture, c'est au-delà de l'idée reçue qui consiste à dire que c'est uniquement pour faire pousser des belles tomates dans un potager. En fait, la permaculture, c'est l'art et la science d'observer les écosystèmes naturels et de les reproduire dans les sociétés humaines. Donc, dans ma spécialité, en fait, on fait aussi bien de l'accompagnement dans notre lieu de vie, c'est-à-dire là qu'on a transformé en écolieu en fait petit à petit, que des stages de sensibilisation à l'extérieur. Donc ça n'a auprès des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires, des associations, ce qui nous permet en fait, oui, d'en vivre. Très bien. Tu as commencé il y a combien de temps? Comment ça t'est venu de faire ça? En fait, j'ai bifurqué il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, après une carrière de près de 25 années dans le monde de l'informatique, industrielle qui plus est, j'ai commencé à vraiment m'en rendre compte de l'ampleur des dégâts que le capitalisme faisait sur nos vies, aussi bien sur notre vie collective, notre vie sociale, que sur notre vie individuelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve à courir toujours pour en faire plus, pour produire, mais pour qui? Et que quand on est... alors moi dans mon travail, à l'époque, on pouvait encore progresser à l'ancienne, c'est-à-dire que je suis rentré programmeur et j'ai fini directeur de projet dans une très grosse mutuelle sur Niort. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on nous apprenait aussi en tant que manager à reproduire ce système d'oppression et ce système de hiérarchie de pouvoir où en fait on est toujours, même quand on est censé être bienveillant avec toutes les nouvelles techniques de management, etc., on reproduit ni plus ni moins que l'oppression en fait sur les équipes qu'on a à manager. Ça a été trop dur pour moi. Tu as suivi ta sensibilité, hein. Exactement, je me suis laissé, alors c'est traduit classiquement, hein, j'ai fait un burn-out, que je n'ai pas identifié comme étant un burn-out d'ailleurs, mais je savais que je ne pouvais plus faire ça, quoi. Donc j'ai démissionné et j'ai réfléchi, ça m'a pris à peu près 2 ans. Et comme j'avais déjà par ailleurs des engagements politiques et associatifs, j'ai choisi de complètement me retransformer et retransformer toute ma vie, y compris ma vie professionnelle, autour de cet aspect-là. De mettre du sens, en fait, Oui. dans la sensibilité, en fait. C'est sensation, sensibilité et ensuite sens de vie. Du coup, tu travailles en tant que permaculteur, mais tu es aussi engagé politiquement au sein d'un parti politique. Oui, la France Insoumise. Donc la France Insoumise, je suis sur le plan national le co-animateur du pôle des résistances écologiques, aux côtés d'une ancienne camarade députée de Paris qui s'appelle Martine Billard, qui a notamment collaboré à l'écriture du programme écologique de la France Insoumise. Voilà, donc j'ai ça en responsabilité et au niveau local, je suis militant très engagé aussi dans l'organisation locale des forces militantes locales du département. Ton engagement, du coup, il est issu de quelque chose de très personnel, d'une expérience personnelle, d'un travail aussi d'effort individuel que tu as essayé de mettre, d'offrir à la société par un biais politique. Est-ce que tu penses que l'engagement de chacun doit d'abord se traduire par un désir de l'individu de vouloir mieux? Ou est-ce que, dans le sens où beaucoup de personnes s'engagent ou manifestent ou se révoltent et attendent une réponse extérieure, une solution extérieure à eux, de l'État ou de n'importe quelle autre institution extérieure à eux pour répondre à leurs problèmes de vie personnelle. Et ta démarche, ça a été d'abord, j'ai l'impression, de répondre à tes problèmes personnels, de soigner ce qui n'allait plus pour toi, pour ensuite pouvoir avoir de l'énergie à donner au groupe quelque chose de plus fort. Est-ce que pour toi c'est nécessaire de passer par quelque chose d'individuel pour
pour faire du social, en fait? Alors nécessaire, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que après 25 ans de travail pour le système, tu sors complètement formaté et que l'individualisme, puisque c'est ce que prône notre société capitaliste, forcément, il est ancré en toi, il est ancré à l'intérieur de toi. Il est autant ancré à l'intérieur de toi que les mauvaises pratiques en tant qu'homme que tu peux avoir, par exemple, sur les violences sexistes et sexuelles, pour prendre un autre sujet. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut désapprendre. Le travail majeur que j'ai fait en 2 ans, c'est de sortir de l'individuel pour aller vers le collectif. Okay. Et c'est presque ce qui a été, on va dire, précurseur dans ma démarche, parce qu'avant, justement, de m'engager en politique comme je le suis actuellement, j'ai beaucoup travaillé sur l'animation des collectifs. Et sur, justement, parce que, quels que soient les projets, un projet d'écolieu, un projet politique, un projet associatif, dans 75%, ça échoue à cause du facteur humain. Voilà. Donc, après tout, un collectif politique, que ce soit local ou national, c'est aussi un collectif avant tout, et donc ça se travaille dans les mêmes pieds, c'est-à-dire qu'on va quitter ce rôle d'individu pour se placer plus comme un élément ou un membre à part entière du groupe, qui peut avoir temporairement une ou plusieurs fonctions, mais ce n'est pas forcément obligatoire, et où on apprend à prendre les décisions ensemble, à discuter ensemble et à construire les choses ensemble. Voilà. Ça, c'était ma démarche première. Qui est passé par plusieurs formations, et quand ça c'était ok pour moi, après je me suis réengagé effectivement dans la vie sociale et politique. Okay. Voilà. Et alors après, pour répondre à ce que tu disais sur le ressenti individuel, il y a ce qu'on appelle le triangle de l'inaction qui est assez connu. C'est toujours la faute des partis politiques, c'est toujours la faute des entreprises, c'est toujours la faute du gouvernement, mais c'est jamais de ma faute à moi. Et quand on sort de l'individu et qu'on revient au collectif, on retrouve cette vision beaucoup plus facilement. Et c'est ça, à mon avis, qui pour beaucoup est une limite, un frein à l'engagement. C'est qu'il faut quitter l'individu pour aller vers le collectif. C'est vrai que le système actuel, c'est un peu... On travaille, on va au travail, on rentre chez soi, dans sa petite boîte, dans son petit appartement. On reste seul. Notre contact le plus social, c'est les écrans. Et on oublie qu'on fait partie d'une communauté. Et que la communauté, c'est aussi nous. Et que c'est pas juste le grand il. En fait, le jour où ils nous soigneront, j'irai mieux. Maintenant, aussi, par rapport à la métaphore de la permaculture et de la société, en permaculture, je crois que l'important, c'est la cohabitation de toutes les espèces qui s'entraident, les espèces de plantes, qui ont besoin chacune de l'autre pour vivre. Et que ça, peut-être, c'est... En filigrane, c'est la même chose pour l'humain, c'est-à-dire ne pas oublier qu'on a besoin de chaque membre de la société pour vivre, en fait. Et que quand on commence à séparer chaque membre, presque comme des castes, on va vers la mort, tout simplement. En fait, là, oui, je te rejoins complètement, mais tu décris complètement le système pyramidal et de hiérarchie de classe sociale mis en place depuis très longtemps. Hein. Là, pour le coup, c'est pas nouveau, c'est pas le 19e siècle qui nous a amené ça, mais ça n'a fait que l'aggraver, évidemment. Et reproduire les inégalités et creuser les Français entre les trucs. Les 3 piliers éthiques de la perma, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement les surplus quand il y en a. Donc c'est quand même relativement proche d'un programme politique, finalement. Plutôt progressiste, évidemment. Et donc, voilà, tout finit par se recouper. Mais oui, clairement, dans un projet politique écologique et social, il est évident que l'individu doit reprendre sa place au sein du collectif et essayer de gommer de sa tête ce rapport de caste. Parce que là, en plus, le système est très bien fait. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le bas de la pyramide n'ont qu'un seul objectif, parce qu'on leur vend comme ça, c'est culturel, et c'est parfois même retransmis de génération en génération. Je viens de finir un article d'un sociologue là hier soir, qui disait ça, c'est que généralement les gens qui sont dans ce problème du consumérisme en termes de représentativité sociale, ils retransmettent ça également à leurs enfants. Et ça, en fait, le truc, c'est que le système est tellement obtus que les personnes qui sont en bas de la pyramide, on leur vend qu'ils vont pouvoir monter. Sauf que c'est faux, finalement.
le principe d'être calife à la place du calife. Un jour, moi aussi, je serai riche, alors je prône l'égoïsme parce que peut-être j'aurai une plus grosse part du gâteau, alors que finalement, le gâteau, le mieux, ça serait de le partager. Exactement. Et je survalide le système individualiste où seul prime l'individu et ses résultats personnels et les bonnes valeurs de droite qui dit il suffit de se lever tôt le matin pour trouver du boulot ou il suffit de traverser la rue et j'en passe et des meilleurs. C'est beaucoup plus simple quand on est déjà né avec la grosse part du gâteau. C'est ça. Changer son étoile, c'est peut-être une illusion. Bon. Au-delà de ça, du coup, tu parlais de consumérisme. Changer sa consommation personnelle, c'est-à-dire que changer le monde par exemple, en demandant des salaires plus hauts, peut-être, mais si la consommation en elle-même de l'humain ne change pas, est-ce qu'on peut vraiment changer le monde ? C'est une très bonne question. C'est un point effectivement politique qui sera rediscuté. Parce que, évidemment, l'augmentation du SMIC, dans le contexte contextuel que demande par exemple la France Insoumise, la date dans un monde capitaliste, inflationniste, évidemment il le faut, parce que les gens n'ont pas de quoi manger, soyons clairs. Mais si c'est effectivement pour permettre d'une manière un peu déguisée de continuer à alimenter la pyramide et permettre à des gens qui ont un moindre pouvoir d'achat et qui n'ont qu'un petit iPhone d'en s'acheter un plus gros, là ça n'a plus de sens. On est OK là-dessus. Mais là c'est pareil, je veux dire, il y a ce qu'on peut faire maintenant et il y a ce qui se planifie en plus tard. Par exemple, la France Insoumise est quand même la seule force politique qui propose une planification écologique. C'est-à-dire qu'on est clair que demain on ne va pas changer la société, fermer toutes les centrales nucléaires et mettre des éoliennes partout et tout va bien fonctionner. Les Verts sont un peu parfois comme ça, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, nous, on va proposer des choses qui, à date, ont de l'importance, donc la réforme des retraites, augmenter le SMIC, parce que c'est de ça dont les gens ont besoin. Je pense ces deux exemples-là, parce que c'est dont on parle. Mais il est clair que dans la planification écologique, dans ce qu'on a dans notre programme, bon, il y a un moment où les salaires seront gelés, dans le sens où la surproduction sera gelée également, parce que si on arrive à construire une économie écologique, il est clair qu'on ne va pas produire les mêmes choses que maintenant, on va en produire d'autres, peut-être moins, qui seront peut-être de plus bonne qualité, qui dureront plus longtemps, il y a plein de choses à inventer. Donc il y a forcément un moment où la valeur argent, à partir du moment où on récupère les amas accumulés là-haut et qu'on les fait redescendre un peu et qu'on nivelle le bas aussi pour que ce soit quand même acceptable et qu'on ait quoi s'acheter un paquet de pâtes et de riz au supermarché, ou à la Biocoop, à ce moment-là, on pourra parler de l'avenir. Mais pour l'instant, dans le contexte, effectivement... C'est-à-dire que s'il est question de reprogrammer les esprits à quelque chose de plus... d'une communauté qui change, en fait, il faut aussi avoir du temps. Et c'est vrai que plus on passe notre temps à travailler dans une spécialité pour avoir 3 francs, 3 euros, on n'a pas le temps de se reprogrammer, on n'a pas le temps de réfléchir à comment consommer ou comment être mieux, ou même identifier ce qui ne va pas. C'est vrai que du coup, c'est nécessaire d'avoir plus de temps, donc plus d'argent, d'être pas en course à la survie, mais d'avoir le temps de vivre. Et ensuite, de se reposer la question, ok, là maintenant j'ai le temps de vivre et d'être mieux, qu'est-ce qui va me faire sentir encore mieux et qu'est-ce qui va me faire sentir vivre vraiment, c'est-à-dire plus être au service de l'autre, d'un riche, d'enrichir le riche toute sa journée en fait, mais au service de soi et des siens. Ça serait un bel idéal, parce qu'actuellement, pourquoi est-ce qu'on travaille trop ? Oui, la réponse est on travaille trop. Pour faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire, oui, la réponse est vraie, c'est pour des choses qu'on n'aime pas forcément faire, mais pour gagner de l'argent. Ok, pour gagner de l'argent, donc plein d'argent, d'accord, mais pourquoi en faire ? Pourquoi en faire ? Voilà. Et la boucle est bouclée en fait. Et c'est clair qu'une société écologique et sociale passera profondément par une réforme du travail aussi. Plus que par... c'est-à-dire que souvent aussi, et je voulais savoir, par rapport aux réactions des gens quand tu leur parles d'écolieux ou de permaculture, est-ce que tu as des réactions un peu agressives, genre ça ne sert à rien, je sais pas, je sais... Pas agressive, mais moqueuse, oui. Moqueuse. Ouais, moqueuse, oui, on en a encore, de moins en moins, et puis non, de moins en moins, en tout cas pas en face, mais on a encore des gens qui nous appellent mon pauvre monsieur, ma petite dame, en nous disant bah oui, mais la décarbonation, arrêtez de rouler en bagnole, on n'y arrivera jamais, et puis ils s'en vont. Manger moins de viande, moi, vous ne rendrez pas compte. Bref, oui, on a encore un peu ça, mais non, quand même, ça, je trouve que dans la mentalité, d'une manière générale, ça va
mieux. Là, il y a un nouveau point de bascule qu'on est en train d'atteindre, c'est qu'en fait, il y a à peu près, il y a plein de gens qui sont sensibilisés à la cause écologique. Alors les pourcentages, c'est 56%, 58% des Français savent qu'il y a une crise écologique et qu'elle est majeure, mais il y a 75% de ces 58% qui sont persuadés qu'ils en font déjà assez. Et alors c'est vrai, sociologiquement, ils en font déjà assez parce que ce qu'il faut faire derrière, c'est passer justement sur le plan politique et le plan de la lutte. Et ça, en fait, il y a très peu de personnes qui passent ce cap-là. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin des petits gestes, qui sont déjà une très bonne chose en soi, mais en fait, si tout le monde faisait des beaux gestes écologiques, tout le monde avait arrêté de bouffer de la viande, roulait moins en bagnole, faisait du vélo, etc., ça ne résoudrait que 25% du problème. D'accord ? Le reste du problème, il est systémique. 75% entreprises, gouvernement, importation, marchandises, etc. Donc pour changer ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est la lutte. La lutte politique, syndicale, associative, et si possible avec une belle convergence. Tout se complémente. Voilà. Et du coup, là, si on arrive un peu à un taquet dans la prise de conscience écologique, en tout cas dans l'action écologiste, avec d'un côté les militants qui sont désignés désormais comme très radicaux, et de l'autre ceux qui sont plutôt réformateurs, croissance verte, etc., ben c'est parce qu'au milieu, il va falloir que ceux qui sont réformateurs, c'est-à-dire qui pensent quelque part que le capitalisme vert, c'est possible, ben, ils se décident aussi à s'engager en politique, mais de façon radicale. On en est là. De toute façon, quand on prend les ressources, par exemple, aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos produits sont importés, les choses qu'on mange. 100% à peu près, ouais. Et les gens, en même temps, il y a une hausse de racisme et contre l'immigration, etc. Logiquement, si on prend les ressources d'autres pays, c'est normal que les gens de ces pays-là aillent dans les pays qui reçoivent les ressources de leur propre pays, que ce soit nourriture, argent, toute ressource vient de quelque part. Je trouve ça alarmant qu'il y ait peu de gens qui fassent le lien, en fait, qui disent la France aux Français, par contre, tous leurs produits viennent d'ailleurs. C'est ça, on n'a jamais arrêté le colonialisme finalement. Hein. Soyons clairs, bah oui, de toute façon, le colonialisme officiel s'est remplacé par un pillage systématique et marchandisé des ressources, mais toujours à la défaveur des pays du Sud. Et là, justement, le double enjeu de la crise écologique, c'est de nous réduire drastiquement notre consommation, nos émissions, tout ce qu'on a à réduire, pour leur laisser quand même à eux, les pays du Sud, qu'on pille depuis si longtemps, obtenir enfin un niveau de vie correct, simplement avoir des écoles pour les enfants, simplement avoir des endroits pour se soigner, simplement avoir de quoi manger, c'est pas grand-chose. Hein. L'esclavage. Hein. Voilà, c'est ça, cette forme d'esclavage déguisé, et puis qu'ils puissent un peu se développer, puis quand ils arrivent à un niveau à peu près semblable au nôtre, bam, on s'arrête tous et on reste à croissance constante. Ouais. Ça serait bien ça. Ça serait bien. Donc, et comment ne pas perdre espoir aussi? Ça, c'est le truc. Est-ce que par l'action, on garde l'espoir? Parce qu'on a interviewé beaucoup de personnes très engagées qui finissent par être désemparées, qui perdent pas l'espoir, mais qui finissent par être désemparées face à tout ça. Est-ce que l'action aide? Ouais, l'action aide, c'est le collectif qui te porte en fait. Si je reste 4 jours chez moi, je déprime. Clairement, j'adore être chez moi, j'adore m'occuper de notre lieu, j'adore recevoir des gens dans notre lieu, mais j'ai besoin du collectif parce que oui, quand on commence à faire tourner tout dans la tête, on peut avoir des grandes phases de découragement. Mais en même temps, c'est tellement important de lutter. Parce que même si, enfin je veux dire, il y a plein de gens, André Gortz est mort, il a écrit des choses magnifiques, il n'y a pas la moitié de ce qu'il a écrit qui se sont réalisés, mais il y a passé sa vie. Bon, Bruno Latour, pareil. Edgar Morin, malheureusement, il ne va pas tarder, 101 ans. Mais c'est des gens qui ont cru toute leur vie. Et on apporte quelque part à tous nos petits niveaux. Je ne me compare pas évidemment à ces gens-là, je n'ai pas cette prétention. Mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et moi, je ne suis pas capable de rester sur mon canapé, même si ça m'arrive de regarder des séries Netflix, je ne peux pas y rester devant mon canapé en me disant c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je ne peux pas me contenter de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus capitaliste que de croire que la vie humaine et la vie de la nature et la vie de la terre, la vie s'arrête quand moi je vais mourir, alors autant c'est foutu pour foutu, autant tout niquer. Ouais. Ça va durer que jusqu'à mes 80 ans. Et je vais crever avec un millier de ressources reparties en euros sur mon compte en banque, comme un vieux pharaon. C'est-à-dire, je vais m'enterrer avec tout ce que j'ai détruit. Et voilà, la vie s'est pliée. Alors que peut-être, justement, la vie continue après nous, avec les générations futures aussi. Autant y aller pour de vrai, autant en faire un chemin qui vaut le coup d'être vécu.
Moi j'ai des enfants, alors même si certains de mes 2 enfants se sentent moins concernés que moi et c'est son droit le plus strict, néanmoins j'ai quand même envie de lui laisser un monde habitable. Moi j'ai eu une personne la semaine dernière à la fête de la science à Saumur, on faisait une animation justement de sensibilisation qui nous a dit oh bah ça tout ça mes petits enfants verront, ça m'a estomaqué quoi, j'ai même pas su quoi répondre sur le coup quoi, parce qu'à part rentrer un peu dans le débat vif. Donc du coup j'ai laissé pisser, mais c'est incroyable d'avoir encore des réponses comme ça quoi, en 2024. Alors évidemment c'était un boomer, évidemment statistiquement il cochait toutes les cases, évidemment, mais merde, voilà. Mais c'est pour ça qu'on lutte aussi, c'est pour ça. C'est pour ça, et dans les collectifs avec lesquels on est avec France, dans d'autres collectifs dans lesquels je suis, c'est très multigénérationnel, c'est relativement paritaire. Voilà, ce que je fréquente le plus, c'est donc la France Insoumise, où c'est plutôt plus âgé que moi, et plutôt Soulèvement de la Terre, les milieux libertaires, où c'est plutôt plus jeune que moi. Mais les deux se complètent bien, et dans les deux, je reçois la même énergie, et la même volonté d'aller de l'avant en tout cas, même si ce n'est pas forcément les mêmes façons de faire, même s'il y aura forcément des désaccords entre le productivisme social de nos camarades syndicats et ma vision de l'écologie sociale et populaire, on n'y est pas. Pour l'instant, on est ensemble sur le fait qu'il faut faire tomber ce gouvernement, il faut faire tomber ce système capitaliste et il faut avancer de l'avant. Et on va arrêter de se mentir, je le dis clairement et je le dirai autant qu'il faudra devant des caméras ou ailleurs, on n'a qu'un seul ennemi aujourd'hui, c'est le capitalisme. Voilà. Très bien. Bah, merci. Ben, merci à vous de m'avoir reçu et invité. J'espère qu'on a fait le tour de ce qui pouvait être dit. Ok, très bien. Super. Et voilà. Eh ben merci. Merci. N'hésite pas à faire un reclap. Check. Voilà, très bien. Non, c'était chouette. Merci. Cool.